Évidemment, depuis le début de cette pandémie, on se rend compte à quel point les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, notre système de la santé est primordial. Nos anges gardiens, comme le gouvernement Legault les appelle communément et à juste titre, mais on en voit également la fragilité et puis aussi le besoin de ressources. C'est criant dans tous les domaines, donc dans celui-ci qu'on va parler dans les prochaines minutes avec Mme Linda Vaillant, qui est pharmacienne et directrice générale de l'APES, c'est l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Madame Vaillant, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci de m'accueillir. Ça fait un grand plaisir de vous, justement, avec un sujet qui est tellement pertinent, tellement important ces jours-ci. Donc, ce manque de pharmaciens d'établissements qui se fait sentir partout au Québec, mais dans la région de Laval, comment on peut dresser le portrait tout d'abord? Oui, bon, ben voilà. Alors, on vient de révéler les résultats d'une enquête là, qui date du mois d'avril 2020. Fait que ça fait à peu près 1 an, mais ça n'a pas beaucoup changé là, comme portrait général. Alors, globalement, au Québec, il faut comprendre qu'il manque de pharmaciens d'établissement à la hauteur de 19 %. Okay. Fait qu'on a un poste sur 5 à peu près qui est vacant. Dans la région de Laval, ce taux-là est un petit peu inférieur. On est plus autour de 12 %. Fait qu'on parle de 5 postes vacants sur un total de 43. Okay. Fait qu'on est quand même dans une situation de main-d'œuvre qui est fragile, là, globalement. Et quand on parle de pharmaciennes, de pharmaciens d'établissements, ça, c'est pas nécessairement celles qui sont dans nos quartiers, là. C'est dans les centres de santé, par exemple. Oui, tout à fait. C'est une très, très bonne question parce qu'il faut comprendre qu'il y a 10 000 pharmaciens au Québec. Il y en a seulement 1 700 dans le réseau public de santé. Donc, c'est 17 % à peu près du groupe qui se retrouve là. C'est une formation, d'ailleurs, qui est un peu différente. Fait que c'est important de le mentionner. Premier cycle en pharmacie pour tous les pharmaciens du Québec. Ceux qui se dirigent vers le réseau public de santé font un 2 ans supplémentaire de maîtrise. Donc, c'est ce groupe-là en particulier qui se dirige et que nous, on représente, là, qui sont dans les établissements de santé. Okay. Donc, c'est des pharmaciens qui vont s'occuper de toute la médication qui est donnée aux patients hospitalisés. On peut penser aux patients en chirurgie, soins intensifs, la chimiothérapie, par exemple, les cliniques externes aussi, pour certaines cliniques. Donc, c'est eux qui sont au cœur de la préparation et de la sécurité des médicaments, mais aussi auprès des patients et des équipes médicales pour appuyer les équipes là, dans tout ce qui concerne la médication de manière plus pointue, ce qui est nécessaire, les effets secondaires, les interactions médicamenteuses, le calcul, par exemple, de la fonction, le rein du patient, est-ce qu'il fonctionne bien, le foie du patient, est-ce qu'il fonctionne bien, pour bien ajuster les doses. Ouais. C'est ça le rôle, en gros, des pharmaciens. Donc, un travail qui se fait directement avec, par exemple, les infirmiers, infirmières, les médecins, qui donnent des diagnostics. Il y a vraiment là, un travail qui se fait en équipe pour pouvoir assurer la sécurité, la santé, évidemment, des patients qui sont dans les centres de santé sur le territoire lavallois. Et donc, ce manque de main-d'œuvre, les impacts que ça a, est-ce que ça a plusieurs volets, les impacts sur le terrain pour vous? Oui, c'est une très bonne question. En fait, il y a vraiment 2 impacts. Je vous dirais que d'abord, c'est sûr que le fait qu'il manque de main-d'œuvre, ça veut dire que ceux qui sont là travaillent plus fort. Ouais. La semaine de travail de base, il y a plus d'heures. Okay? Tout le monde a une semaine de base de 40 heures, auxquelles s'ajoutent les heures supplémentaires. Plus de soirs, plus de fin de semaine, plus de garde, plus de rappels en service. Ça donne quand même une charge de travail qui est plus lourde pour le personnel qui est en place. Plus d'épuisement, donc? Éventuellement, plus d'épuisement. Puis avec la situation de la COVID, on pourrait revenir, mais c'est particulièrement lourd à l'heure actuelle, spécifiquement pour les pharmaciens. Donc ça, c'est l'effet sur les équipes en place. Maintenant, il y a évidemment un effet aussi sur les patients, dans le sens où les pharmaciens ne peuvent pas être déployés dans les équipes partout. On vient de dire qu'ils sont dans les équipes de soins, c'est les bras droits des médecins. Ils ne peuvent pas être partout où ils devraient être. Je peux peut-être donner un exemple pour illustrer. À la salle d'urgence. Si on est une personne âgée qui ne se sent pas bien et qui se rend à la salle d'urgence, qu'est-ce qu'elle va faire? Très rapidement, à la maison, souvent on ouvre la pharmacie, on prend tous les médicaments, on met ça dans un sac, on part à l'urgence. Si un pharmacien à la salle d'urgence, son travail avec lui, ça va être de prendre ce sac, sortir tous les médicaments, commencer par regarder tout ça et se demander si ce qui amène le patient à l'urgence, c'est un problème d'ordre médicamenteux. Il faut commencer par ça. Ensuite, si le patient doit être hospitalisé, bien, le pharmacien il va accélérer le traitement de l'hospitalisation en s'assurant que les médicaments sont prescrits, que ce sont les bons, les bonnes doses, etc. Ça ne met pas en conflit entre d'autres médicaments, par exemple, pour ne pas mettre en danger ça pourrait être un problème d'interaction qui amène un patient à l'urgence qui aurait causé un effet secondaire. Alors, ce genre de choses-là, c'est ce que le pharmacien va faire. Donc, présentement, au Québec, on a 1 salle sur 2 d'urgence qui n'a pas de pharmacien. Donc, ça, c'est un des exemples. Donc, la conséquence, là où il n'y a pas de pharmacien, c'est qu'évidemment, les équipes doivent pallier le manque de pharmaciens. Ça peut ralentir aussi un peu le traitement quand même de ces patients-là. Un autre exemple peut-être important que je pourrais vous donner, puis ça touche aussi votre territoire parce que vous avez évidemment des CHSLD. En CHSLD, les patients prennent beaucoup de médicaments. On a une enquête, nous, qui révèle que les patients en moyenne prennent 11 médicaments différents par jour. OK?
Là-dedans, il faut penser qu'il y a probablement des médicaments qui ne sont peut-être plus utiles ou qui causent plus de tort que de bien. Ça, c'est un travail qui doit être fait par le pharmacien. Le pharmacien doit passer à travers toute cette pharmacothérapie et se demander ce qui pourrait être retiré chez le patient pour éviter des conséquences négatives, comme un patient qui tombe, par exemple, qui chute et qui se fait une fracture. Parce qu'un patient qui tombe et qui se fait une fracture, il retourne à l'urgence, il est en salle d'opération, il retourne en réadaptation, il revient au CHSLD. C'est des coûts énormes au plan humain, c'est des coûts énormes pour le système. Pour le système, puis qui est fragilisé déjà, on l'abordait déjà de façon marquée, on peut le voir. Est-ce qu'il y a des solutions? Moi, j'ai le goût qu'on parle de solutions. On a parlé de ce qu'il y a amélioré. Maintenant, si on s'articule vers la direction de notre discussion vers donc les solutions. Je prends un exemple qui est concret, mais c'est dans le cas des infirmières et des infirmiers que j'ai été témoin à Trois-Rivières, entre autres. Il y a l'UQTR là-bas, il y a donc il y a un endroit où on forme donc à l'université évidemment donc les infirmières et les infirmiers, et on a donné des bourses aux jeunes infirmières et infirmiers en échange du temps qu'ils s'impliquent donc à l'hôpital pour tenter justement d'alléger le travail colossal que font déjà les infirmiers et infirmières à bout de souffle. Est-ce que dans un contexte de votre réalité à vous, ça pourrait s'appliquer à des jeunes, peut-être qu'il leur reste 1 an d'études pour venir aider, supporter déjà les pharmaciennes et les pharmaciens, voilà? Oui, bien, ce qui se fait en soins infirmiers, ça se fait déjà en pharmacie depuis 15 ans. Alors, OK. on a déjà des bourses de ce type-là, milieu des années 2000 à peu près que ça a commencé, donc ça existe déjà. OK. Ce qu'il faut, en fait, là, véritablement, à notre avis, c'est d'être compétitif avec les pharmacies de quartier. On a dit tout à l'heure que la grosse majorité des gens, des pharmaciens au Québec, travaillent dans les pharmacies de quartier. 80 des pharmaciens se retrouvent là. Donc, il y a une grosse compétition avec le secteur privé. Alors, ce qu'il faut, c'est être attrayant, compétitif. Ouais. Puis, un des enjeux qu'on a en pharmacie d'établissement, c'est que les salaires ont été bonifiés par un paquet de mesures qui sont temporaires. Ce qui fait que, mettons, dans la région de Laval, le salaire des pharmaciens représente, pour 20 là, une rémunération qui n'est pas garantie. OK. Donc, on leur donne leur salaire. On dit aux jeunes qui viennent travailler, mettons, à Laval, bon, ben voilà, c'est ça que tu vas gagner comme pharmacien d'établissement, mais tu as un 20 là, qui pourrait être retranché. Il y a une échéance à ces mesures-là et on ne sait pas vraiment ce qui va arriver. Et est-ce que, justement, aussi, le salaire peut... Je veux parler de la région de Montréal qui est à côté. Là. On en fait partie parce qu'on est à Laval quand même, mais par exemple, je travaille à Montréal dans un autre endroit, un autre établissement, je pourrais être payé plus cher. Est-ce qu'il y a ça aussi qui vient en ligne de compte, qui vient peut-être un peu déranger pour garder la main-d'œuvre? Non, c'est pas ça. En fait, Montréal a exactement la même rémunération qu'ici et a le même problème, avec même une pénurie un petit peu plus élevée encore que Laval. Donc, en fait, l'enjeu, il est plus... Au niveau provincial, il y a de la variabilité dans le salaire. Là, vous avez raison, mais c'est prévu dans l'entente de travail pour des régions plus éloignées. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que le salaire soit fiable. Parce que, imaginez-vous le jeune qui a fait ses 4 ans de pharmacie, on l'embauche dans une pharmacie privée comme pharmacien salarié. Il faudrait qu'il choisisse d'aller faire 2 ans de plus en formation de maîtrise pour finir par gagner un salaire qui n'est pas garanti. C'est ça qui est embêtant. C'est 20 à Laval, il y a des endroits où c'est 50 du salaire qui n'est pas garanti. Fait que c'est très difficile d'attirer des gens puis de leur dire, bien, dans 1 an ou 2, le gouvernement peut tout remettre ça en question et retrancher une portion de salaire. Et en moins d'1 minute, le dialogue, comment se fait-il actuellement avec le gouvernement Legault, le ministère de la Santé plus précisément? Oui, bien, il n'est pas amorcé. Alors, il devrait s'amorcer dans les prochains jours. Formellement, on a une négociation à faire parce que notre entente est échue depuis le 31 mars 2020 et on est en attente d'amorcer la discussion avec le ministère de la Santé. En tout cas, vous êtes très convaincante. Vous avez des bons arguments. Je pense que j'espère que ça aura une bonne écoute de la part du gouvernement Legault parce qu'on a besoin de vous. C'est un travail essentiel parmi plusieurs dans le domaine de la santé. Madame Linda Vaillant, pharmacienne et directrice générale de l'APES, donc l'Association des pharmaciens et des établissements de santé du Québec. Je reprécise, merci beaucoup de nous parler de ce cas très important. C'est moi qui vous remercie.